C'est vrai. Bien, je pense qu'on peut commencer. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à la mairie de Saint-Maur. Bienvenue dans notre salle des fêtes. Je suis ravi de vous accueillir. Je ne vais pas faire de longs discours, mais juste vous dire que ce soir, donc, on a le plaisir de recevoir le professeur Hassan Hosseini et ses collègues qui se présenteront et qui vous présentera évidemment cette soirée sur l'AVC. C'est pas la première que nous avons fait avec le professeur Hosseini. Je pense que ça doit être la 4e ou la 5e ici. En tout cas, ce qui est toujours à l'initiative du professeur Soucy, qui est ici et qui est conseiller municipal. C'est le professeur Soucy qui est à l'initiative de l'organisation de ces différentes soirées thématiques sur la santé, sur le bien-être et sur les préventions. Donc, merci, professeur. Il y a toujours quand même pas mal de monde qui vient parce que c'est toujours intéressant et puis parce que on a besoin de savoir et c'est essentiel. Nous avons la chance ce soir d'avoir notre député, monsieur Sylvain Berrios, que je salue. Merci d'être présent, monsieur le député, qui, je vous rappelle, était quand même maire de Saint-Maur jusqu'au mois de juillet et j'ai maintenant la chance de le remplacer puisque j'ai été élu moi-même suite à son élection de député. On a également la chance d'avoir des élus du conseil municipal. Alors je vois au fond monsieur Bruno Bismuth. Bonsoir Bruno, qui est en charge de l'hygiène et du bruit. C'est une délégation assez difficile. J'ai le plaisir aussi de voir monsieur Jean-Marc Breton, qui est délégué notamment au domaine médical et qui est aussi président du CHIC. Et puis j'ai cru voir enfin Jacqueline Laval, qui est également élue conseillère municipale en charge des résidences autonomie. Je pense avoir fait le tour des élus. S'il y en a un que je n'ai pas vu, levez la main. Donc, ils sont tous là, c'est parfait. Voilà, donc, ravi de vous accueillir. Merci de prendre le temps, de votre temps qui est déjà compté, et je sais que vous êtes très occupé. Je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez nous expliquer tout ce qu'il faut pour prévenir les AVC, entre autres. Voilà, merci beaucoup et bonne soirée. Merci, monsieur le maire. Donc, au nom de monsieur le maire qui vient de vous parler, de Sylvain Berrios, qui a été aussi à l'origine de ces conférences, et de l'ensemble du conseil municipal, je voudrais remercier à nouveau très vivement mon collègue et ami, le professeur Hosseini, qui a accepté d'animer à nouveau cette conférence consacrée à l'AVC. Je sais que la première fois, c'était il y a peut-être une dizaine d'années déjà, du temps d'un ancien mandat municipal. Donc ça fait un certain temps. Donc il revient régulièrement chaque année avec des nouveautés. Et M. Hosseini est saint-maurien, il vous l'a déjà dit la dernière fois, donc depuis aussi très longtemps. Il est neurologue, il est spécialiste de l'accident vasculaire cérébral en particulier, mais aussi de beaucoup d'autres domaines de la neurologie, de la pathologie neurovasculaire. Il a créé et dirigé pendant près de 20 ou 25 ans, je crois, l'unité neurovasculaire des hôpitaux universitaires Henri Mondor. Alors, il est aussi président, je crois qu'il est toujours depuis 2018, de l'association médicale franco-libanaise, la FML. Avec d'autres équipes, il présente régulièrement ses travaux lors de grands congrès internationaux. Alors, je ne sais pas s'il était au dernier congrès qui a eu lieu, je crois, à Abu Dhabi cette année. Oui, voilà, au mois d'octobre dernier. Alors, l'AVC, eh bien, comme on le dit régulièrement au cours des autres conférences, touche de nombreuses personnes chaque année. On dit que c'est 150 000 personnes chaque année en France, dont environ un tiers sont pris en charge en Île-de-France. Et parmi ces 150 000, il y a pratiquement 2 tiers de nouveaux patients chaque année, donc c'est beaucoup. Alors cette conférence, comme l'a rappelé monsieur le maire, qui s'inscrit dans le cadre des conférences santé initiées par la ville, avec donc le maire, Sylvain Berrios, qui a été à l'origine,
mon collègue Jean-Marc Breton, qui a été cité, donc conseiller municipal délégué à la santé et président du conseil de surveillance de l'intercommunal de Créteil, avec qui nous étions ce matin à l'inauguration du nouveau service de néonatologie. Donc c'est autre chose, c'est une autre... Pas d'accident vasculaire cérébral chez les nouveau-nés. Oui, il y en a, tu nous le diras. Oui, bon. Voilà, donc ça se rejoint. Et il y a eu aussi, le 30 octobre dernier, comme chaque année d'ailleurs, une journée mondiale de l'AVC. Et cette journée qui se déroule chaque année en liaison avec l'association France AVC, avec la participation de l'équipe pluridisciplinaire qui accompagne aujourd'hui le professeur Osseni, dont vous avez les noms et les spécialités indiquées sur l'écran. Et je voudrais aussi préciser que cette conférence est organisée en partenariat avec le nouvel institut Cœur-Cerveau de l'Est parisien, qui a été fondé en 2023, qui est dirigé donc par le professeur Osseni, dont le siège social se situe, je crois, à la clinique Paul Desgines à Champigny. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire en introduction. Et je remercie donc le professeur Osseni, tous les membres de son équipe, qui vont maintenant nous parler de l'AVC, de la prévention à la rééducation. Merci. On va essayer en tout cas. Merci pour l'introduction. Là, je viens en voisin. Je suis habitué à cette salle parce que je pense que c'est la 5e conférence qu'on donne sur l'AVC et il faut continuer à le faire parce que c'est une affaire de prévention. La meilleure façon de traiter l'AVC, c'est de ne pas en avoir. Et j'espère que vous allez être tous ambassadeurs. On a besoin de vous de dire attention. Quand on a ces facteurs de risque, on peut éviter. Ce n'est pas une fatalité. Si on connaît ces facteurs de risque, on peut tout à fait éviter de faire des AVC. On va voir, il y a une centaine de causes d'AVC diverses et variées. Certaines sont génétiques, d'autres qui sont liées à des modes de vie. Mais quand on connaît ces facteurs de risque, on peut éviter une majorité des AVC. Diapo suivante. Alors là, j'aime bien cette diapositive parce que là, ces 3 personnages réunis à Yalta avaient tous les facteurs de risque qu'il faut éviter d'avoir. Le stress, l'alcool, le tabac, le manque de sommeil. Et là, c'était fait exprès par le camarade Staline parce qu'il a empêché le président américain et anglais de dormir pendant plusieurs jours pour arriver jusqu'à Yalta. Et ce jour-là, ils avaient tous 24 de tension. En 1945, on avait moins de médicaments contre l'hypertension artérielle, mais vous allez voir que l'hypertension artérielle, c'est un ennemi numéro 1 du cerveau, des artères du cerveau, du cœur et de plein d'organes. Et ce jour-là, ils étaient en train de faire tous des AVC. Staline, il avait un AVC qui touchait l'endroit qui lui permettait de voir ce qui se passe à sa droite. Il ne voyait rien sur la droite. D'ailleurs, il négligeait et les cartes géographiques et ses collègues sur sa droite. Churchill, on pensait qu'il boudait, mais en fait, il était aphasique. Il ne trouvait pas les mots. Il pouvait dire yes or no, c'est tout ce qu'il pouvait dire. On pensait qu'il ne voulait pas parler parce que, par bouderie. Et en fait, il était en train de faire un AVC. Et le président américain, il avait 24. Il était déjà handicapé par une polio. Et il est décédé quelques semaines après Yalta d'une hémorragie cérébrale massive qui l'a emporté le mois d'avril 1945. Diapo suivante. Vous connaissez certainement des célébrités qui ont été victimes ou malades d'AVC. Et autour de vous, je vois certaines têtes dans la salle, je ne vais pas les regarder pour ne pas les intimider, mais je les ai connues victimes d'AVC dans un état qui était très préoccupant. Ils ne pouvaient pas parler, ils ne pouvaient pas bouger, ils ne pouvaient pas se mettre assis, encore moins debout et marcher. Et ça me fait très plaisir de les voir assis, présents, réveillés. Et autour de vous, je pense que vous avez eu des cas d'AIT et d'AVC parce qu'on estime, diapo suivante, je vais le faire, qu'il y a une personne sur 4, 25% de la population risque de faire un AIT ou un AVC durant sa vie. Alors pour définir l'AVC, c'est quoi l'accident vasculaire cérébral? Il y a 2 types. C'est soit une artère qui se bouge, comme vous voyez ici, et cette artère, quand elle se bouge, c'est un infarctus cérébral. Il y a une partie du cerveau qui est privée de sang et les neurones commencent à donner des signes d'alerte et des déficits, des paralysies ou d'autres. On va les détailler dans un instant. L'autre type d'AVC, c'est une artère dans le cerveau où il y a un trou et ça saigne. Et c'est l'accident hémorragique. Il y a du sang qui entre dans le cerveau et ça cause un accident vasculaire cérébral hémorragique.
Diapo suivante. Tu as parlé des chiffres tout à l'heure. Donc, c'est une maladie fréquente, c'est une maladie grave, fréquente dans le monde. 15 millions de cas chaque année dans le monde. Et on estime que dans les 5 ans à venir, ça va doubler même ce chiffre jusqu'à 30 millions d'accidents vasculaires cérébraux par an. En France, c'est 150 000 nouveaux cas. Et c'est une maladie grave parce que quand elle ne tue pas, la mortalité, c'est jusqu'à 30% de mortalité, elle laisse des handicaps neurologiques sévères. Diapo suivante. Donc, une personne sur 4 risque de faire un AVC. Et les idées reçues, c'est que c'est une maladie des seniors et des personnes très âgées. C'est faux. Il y a, vous voyez, 25% des patients en moins de 65 ans le jour où ils font un AVC. Tout à l'heure, on parlait des nouveau-nés. Il y a des AVC dans la vie intra-utérine. On peut naître avec un AVC et ce n'était pas encore connu que les enfants, les nouveau-nés, les adolescents, c'est rare, mais ils peuvent être tout à fait victimes d'accidents vasculaires cérébraux de causes diverses et variées. Et le chiffre vraiment important à connaître, c'est que 80% de ces AVC, si on prend en charge les facteurs de risque, on peut les éviter. Donc ce n'est pas une fatalité. Et je vais vous donner les 10 facteurs de risque qui dépendent de votre mode de vie, des facteurs de risque que vous avez. Si on prend en considération ces facteurs de risque, on peut éviter jusqu'à 80% de ces AVC. Diapo suivante. Donc les voilà, les facteurs de risque, il faut tous les connaître. Certains dépendent de ce que vous mangez, ce que vous buvez, et l'alcool par exemple, le tabac. Mais il y a des maladies cardiaques. Quand on a une arythmie cardiaque, on est à risque de faire un accident vasculaire cérébral. C'est pour ça qu'on a un cardiologue ce soir qui va vous détailler ça. L'hypertension artérielle, j'en ai parlé en introduction, c'est un facteur de risque majeur. Et dès qu'on dépasse un certain chiffre, on va vous le donner tout à l'heure, les artères du cerveau risquent soit de saigner, soit d'être occluses et causer un AVC. Le stress, le surpoids, les troubles du sommeil, la diététique, l'hypercholestérolémie, le diabète, le manque d'activité physique. Quand on a ces facteurs de risque, là, ça ne s'ajoute pas, ça se multiplie, ces facteurs de risque. Et là, on devient à très haut risque de faire un accident vasculaire cérébral. Diapo suivante. Là, c'est résumé sur cette diapositive, ce qu'on mange, ce qu'on boit, ce qu'on fume. On bouge pas. Le stress, tout ça, ça se multiplie et devient le nid de faire un accident vasculaire cérébral. L'ennemi numéro 1, j'ai dit, c'est l'hypertension artérielle, diapositive suivante, qui touche plein d'organes, le cerveau, le cœur, l'œil et les vaisseaux, les reins bien sûr. Donc ce facteur de risque, ce n'est pas uniquement l'AVC, ça peut détruire plein d'organes. Et puisque je suis neurologue, ces facteurs de risque que je viens de citer, ce sont les mêmes qu'on retrouve pas que dans l'AVC, mais dans plein d'autres maladies qui font peur à tout le monde, qui sont les maladies neurodégénératives, comme la maladie d'Alzheimer. Quand on a de l'hypertension artérielle, du cholestérol, sédentaire, avec une mauvaise alimentation, c'est un facteur de risque aussi pour développer des maladies neurodégénératives comme la maladie d'Alzheimer. Diapo suivante, le diabète, je passe, le diabète avec les complications sur plein d'organes. Le cholestérol, il y a du bon et du mauvais cholestérol, mais quand on a trop de LDL cholestérol, ça risque de tapisser les artères. Vous voyez, ça devient comme une tartine où on met du beurre, plus le sucre, et là, on tartine cette artère jusqu'à la boucher. C'est ce qu'on appelle l'athérome, et on va vous montrer des exemples d'athéromes qui bouchent les artères cérébrales quand on a du cholestérol, quand on a du diabète et de l'hypertension artérielle. Ce cocktail de ces 3 maladies-là risque de tapisser et d'occlure les artères cérébrales. Diapo suivante. Là, vous avez les principales causes d'accident vasculaire cérébral. Qui fait un AVC? C'est soit les patients qui ont des maladies cardiaques, et là, Stéphane, tout à l'heure, va vous détailler les principales maladies cardiaques qui peuvent causer des AVC. C'est soit le cœur est malade, soit les artères qui sont entre le cœur et le cerveau sont en train de se boucher, c'est ce qu'on appelle les carotides, qui sont ici, qui sont les artères qui partent de l'aorte pour aller nourrir votre cerveau. Et ces artères, si elles sont bouchées, c'est un facteur de risque, c'est une cause d'accident vasculaire cérébral. Et vous voyez que cet athérome, ces artères malades que vous voyez ici, est un risque majeur de faire un accident vasculaire cérébral. Diapo suivante. Donc, que se passe-t-il quand il y a une artère qui est bouchée dans le cerveau? Vous voyez, toute une partie de ce cerveau n'est plus irriguée, ne reçoit plus le sang, et les neurones commencent à souffrir et donner des signes.
Diapo suivante. Selon l'endroit du cerveau où l'artère est bouchée, cet endroit-là va donner des signes complètement différents. Je vous rappelle qu'on a deux parties du cerveau, l'hémisphère gauche et l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche s'occupe de ma main droite, de ma jambe droite, de la face droite, et il y a des zones qui sont responsables de la motricité. Donc si les neurones de cet endroit-là ne sont plus alimentés, ces neurones se mettent off, ma main va être paralysée, ma jambe va être paralysée, la face va être de travers, et si c'est l'endroit du langage, je ne peux plus parler, ce qu'on appelle l'aphasie. Donc ce sont les signaux que vous devez connaître pour dire, là il y a le cerveau qui est en train de souffrir, et ça apparaît d'une minute à l'autre, mais ça peut apparaître aussi pendant son sommeil, et ça peut ne pas réveiller le patient. Le patient se lève le matin et il constate qu'il ne peut pas bouger, il ne peut pas se lever, il ne peut pas bouger la main, et il ne peut pas parler. Diapo suivante. Diapo suivante. Donc, c'est pour ça qu'on a les principaux symptômes qui sont rappelés ici. Un visage de travers, une inertie d'une main, d'une jambe, des troubles de la parole, et ça, c'est une extrême urgence. Et là, il y a un message très important à vous donner. Il ne faut pas perdre du temps, aller prendre un rendez-vous chez son médecin généraliste ou aller aux urgences. Et il faut appeler le 15, de dire « je suis victime » ou « je suis témoin de quelqu'un qui est en train de faire un visage déformé, une main paralysée, ou il est par terre, il ne bouge pas un membre », pour que tout de suite, on l'envoie dans une unité spécialisée de prise en charge des AVC. Diapo suivante. Donc voilà, ça c'est les campagnes que vous voyez régulièrement au moment des journées mondiales, mais en permanence, de dire, vous appelez le 15, et le 15 va trouver quelle est l'unité neurovasculaire la plus proche de l'accident pour vous envoyer, parce que là, chaque minute compte. Diapo suivante. Il faut qu'on fasse le diagnostic le plus vite possible en passant par le SAMU. Diapo suivante. Et là, on a besoin de radiologues pour nous dire quelle est l'artère. Est-ce qu'il y a une artère bouchée ou elle est en train de saigner, ou depuis quand? Et là, c'est Ruxandra qui prend la suite. Merci de votre attention. Vous m'entendez? Oui. Bonsoir. Je vais vous parler de l'imagerie de l'AVC. Alors, à la différence des cardiologues, les neurologues n'ont pas d'électrocardiogramme pour faire un diagnostic d'infarctus du myocarde, et ils ont besoin de nous, les radiologues, pour poser le diagnostic. Donc, vous avez compris, dès qu'on a un déficit qui apparaît de façon brutale, on appelle le 15, et à ce moment-là, les patients arrivent dans les unités neurovasculaires, et en fait, ils arrivent directement au niveau de cette machine qui s'appelle l'IRM, que vous voyez ici. L'IRM, c'est un aimant super puissant qui va nous permettre en fait de réaliser des images sans les rayons X. Ah, super, merci. Voilà. Non, ça marche pas, j'ai essayé. Ça marche? Ah, tu l'as? Ah, très bien, je vais faire ça. Parce qu'il faut que je vous montre sur les images, sinon vous n'allez pas comprendre. Donc, cette machine, l'IRM, qui utilise donc un champ magnétique, le patient est allongé sur la table, il rentre à l'intérieur, et en 10 minutes, on arrive à faire le diagnostic d'AVC, c'est-à-dire qu'on va pouvoir dire si c'est une ischémie, c'est-à-dire une artère qui est bouchée, ou une hémorragie. On va pouvoir dire à quel endroit l'accident se produit. On va pouvoir dater en fait l'accident, parce que comme on vous a expliqué, parfois le patient se réveille et il ne sait pas à quel moment l'accident est arrivé, et vous allez comprendre que cette datation est un critère très très important dans le traitement. Et en même temps, une fois qu'on regarde le cerveau, on peut aussi regarder les artères qui vont irriguer le cerveau, les artères qui partent du cœur et qui arrivent au niveau de la boîte crânienne. Donc en 10 minutes, chrono, on arrive donc à faire cette séquence qui vous paraît peut-être pas très jolie, mais c'est une séquence très très importante. En 40 secondes, on arrive à faire en fait une signature de l'accident vasculaire ischémique. Cette zone blanche ici, qui apparaît gris foncé à cet endroit-là, signe en fait l'ischémie cérébrale. Donc on a en 45 secondes la signature de l'ischémie. On peut définir en fait le territoire, dans quelle zone du cerveau cette ischémie se produit. Et par d'autres séquences, on arrive
à regarder les artères qui arrivent au niveau de la boîte crânienne. Vous voyez à cet endroit-là, en vue de face, cette artère-là qui monte dans la boîte crânienne, et à un moment donné, elle s'interrompt à cet endroit-là, il manque quelque chose ici, alors que de l'autre côté, l'artère monte et irrigue normalement le cerveau à cet endroit-là. Et cette artère bouchée ici correspond avec cette petite zone qui commence à apparaître à cet endroit-là, qui montre qu'il y a une ischémie qui est en train de s'installer. Avec ces séquences supplémentaires, on arrive à dater en fait l'ischémie. On peut dire au neurologue, ce patient a des images anormales sur la séquence précédente, mais des images normales sur cette séquence. Donc, l'ischémie date de moins de 4 heures ou de 6 heures. On arrive à avoir des datations plus fines. Et vous allez voir que le traitement va être changer en fonction de la datation. Un autre patient ici, vous voyez cette zone, l'infarctus qui s'installe, et vous voyez les artères du côté gauche, elles sont normales, et de ce côté-là, il manque un morceau à cet endroit-là, et que ça correspond avec cette zone d'infarctus qui est vue sur cette séquence. Alors, vous avez d'autres exemples ici, on peut dire, on voit cette anomalie aussi sur ces séquences, donc l'accident a plus de 6 heures d'ancienneté, le traitement sera différent. On peut aussi faire des séquences supplémentaires qui vont nous permettre de dire que ces patients-là ne sont pas à leur premier épisode. Vous voyez ces petites images noires là, ça montre qu'il y a eu des accidents qui sont produits on va dire dans les antécédents, qui sont passés inaperçus. C'est un élément important pour les neurologues parce que là aussi, ils vont pouvoir adapter le traitement. Et donc, en 10 minutes, on arrive à poser le diagnostic, à dire si c'est une ischémie ou une hémorragie, à dire à quel endroit, comment sont les artères qui irriguent le cerveau. Donc, on s'occupe de tout ce qui se passe au-dessus du cœur. Et donc, on pourra trouver une cause si elle n'est pas cardiaque, parce que le cœur, ça va être le cardiologue qui va s'en occuper. Et là, vous avez un exemple d'artère qui irrigue le cerveau, l'artère carotide, et vous voyez ici la fameuse tartine de beurre, là, le rétrécissement de l'artère, le sang qui monte comme ça. Ici, il y a un rétrécissement, et donc cette plaque, ou bien elle peut engendrer en fait une diminution du flux dans l'artère, ou sinon il y a un petit morceau de cholestérol qui va se détacher et qui va aller partir, se nicher dans les artères au niveau du cerveau et créer un accident vasculaire. Donc les vaisseaux du cou, on peut les regarder par scanner, par IRM. Vous avez ici un autre exemple, vous voyez à cet endroit-là un rétrécissement très important, on voit quasiment plus le sang passer, ou par Doppler. Donc c'est des techniques en fait qui sont similaires, qui apportent les mêmes renseignements. Et si on n'a pas accès à l'IRM, on peut se contenter d'un scanner. C'est une machine qui est un peu moins impressionnante parce que le tunnel est moins profond. C'est une machine qui utilise les rayons X, qui est moins, on va dire, sensible pour dater, pour diagnostiquer l'accident vasculaire, mais qui est très bien pour visualiser les vaisseaux et surtout pour poser un diagnostic d'hématome, de saignement intracrânien. Quand on n'a pas accès à l'IRM, on peut très bien faire un diagnostic d'accident ischémique aussi au scanner. Et vous avez ici un exemple de scanner avec une zone blanche à cet endroit-là, c'est du sang frais. C'est un hématome, un saignement au niveau du cerveau dans cette zone-là. Et donc le neurologue est situé derrière nous. Au moment où le patient sort, en tout, on en a pour 8 à 9 minutes d'examen. Et il sait déjà au moment où le patient sort de l'IRM si l'AVC est ischémique ou si c'est une hémorragie. Il sait quel est le moment où l'accident s'est produit et il sait s'il y a une artère qui est bouchée ou s'il n'y a rien au niveau des artères, ça veut dire que ça vient du cœur. Et donc là, on va vous expliquer ce qu'on fait au moment où le patient sort de la machine. Et là, il n'y a pas une minute à perdre parce que dès que Ruxandra nous dit « Attention, il y a un AVC qui a débuté, on est dans les premières heures », chaque minute, il y a 10 millions de neurones qui étaient off, qui s'occupent de maman et qui vont rester, cette fois-ci, mourir. Donc, ils résistent quelques minutes, quelques heures, mais plus le temps passe, plus ces neurones qui sont off risquent de mourir. Et on estime à 10 millions de neurones par minute de perdus. Donc là, c'est vraiment une course contre la montre de dire très vite,
Si c'est une artère bouchée, il faut la déboucher. Et là, diapositive suivante, on a des produits chimiques que j'appelle desktop. Ça vous fait rire, mais c'est comme le desktop. On va injecter un produit pour déboucher cette artère. C'est la thrombolyse chimique, médicamenteuse. L'idée, c'est de dissoudre le caillot. Donc ça, c'est un produit toxique qu'on doit injecter maximum 4 heures, 4 heures et demie après le début de la paralysie. Si on injecte ce produit au-delà de 4 heures et demie, 5 heures, on prend des risques majeurs de transformer, de faire une hémorragie secondaire qui peut être fatale pour le patient. Donc cette fenêtre, elle est vraiment, vous voyez, très réduite. 4 heures et demie depuis le début de l'accident vasculaire cérébral. C'est pour ça qu'il n'y a pas une minute à perdre et ça ne peut pas attendre d'aller voir son médecin, attendre des heures aux urgences ou aller consulter à gauche et à droite. Diapo suivante. Ce traitement-là chimique peut être complété par des moyens mécaniques où on va faire une intervention, pas chirurgicale, mais on va aller attraper le caillot qui s'est logé dans l'artère que Ruxandra vous a montré. On va l'attraper mécaniquement par des sortes de stents ou de tire-bouchons ou d'aspiration, c'est-à-dire on va monter, diapositive suivante, on va passer par une artère de la jambe, l'artère fémorale, on va remonter toute l'aorte pour aller à l'intérieur du crâne, attraper ce caillot de sang mécaniquement, soit l'aspirer, on a un moyen de thromboaspiration, soit l'attraper mécaniquement comme une petite pince, vous allez voir, diapositive suivante. On peut mettre ce stent que vous voyez, ce petit ressort. L'idée, c'est d'attraper ce caillot et le retirer mécaniquement pour déboucher l'artère le plus vite possible. Là, vous voyez comment on est en train d'aspirer l'artère. Et ça, c'est magique en neurologie. Dès que ces neurones reçoivent de nouveau le sang, ces neurones qui étaient off, la main était paralysée. Devant nous, la main recommence à bouger. Une jambe peut recommencer à bouger et le patient recommence à parler. Maintenant, je vais laisser la parole au cardiologue qui a tout chronométré, donc je vais te chronométrer moins de 10 minutes, qui va vous faire les maladies cardiaques qu'il faut éviter pour qu'il n'y ait pas d'accident vasculaire cérébral. Merci Stéphane. Bonsoir à tous. Donc mon rôle, là, on vous a expliqué que l'AVC peut être évitable, donc moi c'est de vous démontrer quels sont les moyens de l'éviter. Et donc la première chose à faire, c'est d'être capable de détecter ces fameux facteurs de risque qu'on vous a cités. Comme vous le savez, le cœur est en continuité avec le cerveau et donc le cœur peut être à l'origine des accidents cérébraux. La diapositive suivante. Et vous voyez qu'en gros, le cœur est impliqué dans à peu près 20% des cas des accidents cérébraux. Donc l'origine est cardiaque dans un cinquième des cas. Et malgré une première enquête, on se retrouve avec un certain nombre d'accidents inexpliqués, à peu près un quart. Et je voudrais qu'on commence par une des causes fréquentes, c'est la fibrillation atriale. C'est un trouble du rythme, c'est le trouble du rythme le plus fréquent. Il est impliqué dans la moitié des causes d'origine cardiaque. C'est un trouble du rythme qui augmente avec l'âge, et vous voyez qu'on peut en retrouver jusqu'à plus de 10% quand on dépasse 75 ans. Et le mécanisme qui est à l'origine des accidents, c'est en fait le cœur qui s'accélère et qui fait stagner le sang dans l'oreillette, et ça peut être à l'origine de caillots. Là, tu peux montrer les petits caillots ici. Et en fait, quand le cœur se contracte de manière anarchique, le sang stagne et ça peut former un caillot, et ce caillot peut se décrocher et venir boucher une artère du cerveau. Donc l'enjeu, c'est d'être capable de détecter ce trouble du rythme fréquent. Il est vicieux parce qu'il peut être non ressenti dans la moitié des cas. Donc on peut avoir un trouble du rythme et ne pas le ressentir. Et puis, comme vous le voyez aussi, même quand on a fait une première enquête et quand on fouille un peu plus, finalement on voit que dans un tiers des cas, ça reste ce trouble du rythme qui est à l'origine des accidents cérébraux. Donc il faut qu'on se donne tous les moyens pour le détecter. Donc diapositive suivante. Donc un des moyens simples de le détecter, ça peut être à l'occasion d'une consultation ou même soi-même prendre son pouls. Et s'il est irrégulier, ça peut laisser suspecter qu'on a une arythmie. On a aussi, lorsqu'on prend sa tension, des appareils qui peuvent indiquer qu'il y a une arythmie suspectée. Donc ça peut nous alerter et se dire est-ce qu'il n'y a pas un trouble du rythme, et notamment cette arythmie. Et puis quand vous avez l'occasion de croiser un cardiologue, c'est notre instrument, nous, qu'on utilise fréquemment, et c'est sur un électrocardiogramme qu'on est capable de détecter cette arythmie. Mais bien sûr, cette arythmie peut être transitoire.
Donc on a des outils plus sophistiqués, diapositive suivante, et maintenant vous voyez qu'on a différents moyens d'enregistrer le rythme de manière plus prolongée, et plus on va l'enregistrer de manière prolongée, plus on a de chances de détecter l'arythmie. Donc on a, parmi les différents instruments, on a maintenant des montres qui nous permettent aussi de détecter de l'arythmie. Les montres sont aussi capables, pour certaines, de faire un électrocardiogramme. Et on a aussi des enregistreurs. L'enregistreur traditionnel, c'est des petites électrodes qu'on pose sur le thorax, généralement une journée, voire plusieurs jours. Mais la difficulté, c'est que plusieurs jours d'enregistrement, les électrodes se décollent. C'est pas toujours pratique. Donc on a l'habitude de plutôt mettre au maximum 4 jours, parce qu'après c'est difficile. Et si la situation le nécessite, on peut mettre maintenant des petits enregistreurs sous la peau qui nous donnent des enregistrements jusqu'à 2-3 ans. C'est comme des petites puces qu'on injecte sous anesthésie locale, c'est très simple, sous la peau. Diapositive suivante. Donc, si on vient à des choses plus traditionnelles, pour éviter d'avoir un accident cérébral, et on vous a dit que la cause la plus fréquente, c'est l'hypertension, c'est finalement de détecter l'hypertension. Donc, ça passe par le fait de mesurer sa tension, et vous voyez que un hypertendu sur 2 ne sait pas qu'il a de l'hypertension. Et à contrario, même quand on a des patients hypertendus, malheureusement, on se rend compte que seule la moitié des patients hypertendus sont traités correctement. Ne vous inquiétez pas. Et donc, on vous l'a dit que c'est quelque chose qui a des conséquences graves. Diapositive suivante. Donc, mesurer la tension, c'est l'occasion d'être fait lorsqu'on croise un médecin. Mais je pense que le meilleur médecin, ça peut être soi-même, c'est-à-dire qu'on a maintenant la capacité de mesurer sa tension à toute occasion. Donc ça peut être avec des appareils qu'on a chez soi, on va mesurer la tension, sachant que vous voyez que les définitions de l'hypertension sont en millimètres de mercure. Donc quand vous êtes chez le médecin, on considère que la tension ne doit pas dépasser 140-90 mm de mercure, mais quand on fait une mesure chez soi, c'est un peu plus bas, et ça ne doit pas dépasser 135-85. Donc on est plus détendu chez soi, et donc les normes, c'est de dire qu'on ne doit pas dépasser 135-85. Donc bien sûr, les mesures, il faut les répéter. Donc on considère qu'il faut faire 3 mesures le matin, 3 mesures le soir, au repos, moyenner ces valeurs, et si cette moyenne dépasse 135-85, on a de l'hypertension. On a aussi possibilité de poser des enregistreurs sur une journée entière, donc c'est ce qu'on appelle la MAPA. Ça a l'avantage la tension n'est pas prise par soi-même, on ne se stresse pas, et en plus on a des informations sur les mesures de tension la nuit, puisqu'on peut avoir des mesures de jour qui peuvent apparaître comme étant normales, et puis on peut avoir malheureusement une tension qui est forte la nuit. Donc c'est un outil très utile pour confirmer ou pas s'il y a de l'hypertension. Diapositive suivante. Et juste s'attarder un instant sur cette situation fréquente qui est de se retrouver avec une grande différence entre ce qu'on mesure chez son médecin et ce qu'on peut mesurer chez soi. Donc c'est-à-dire que si on retrouve des valeurs fortes chez son médecin, mais que quand on a mesuré la tension chez soi et qu'on a vu qu'elle est normale, on appelle ça l'hypertension de consultation ou effet blouse blanche. Mais attention, l'hypertension blouse blanche, c'est un marqueur pour dire que dans le futur, il y aura authentiquement une hypertension qui va s'installer. Et on sait que quand on suit des personnes qui ont de l'hypertension blouse blanche, sur un long suivi, en fait, elles ont un risque de survenue d'accident cérébral qui est identique à des personnes qui n'ont pas d'hypertension. Diapositive suivante. Donc, deuxième chose simple à faire, si on veut éviter un accident cérébral, on vous a dit que le diabète c'est un facteur de risque, il faut mesurer le taux de sucre dans le sang. Donc, chez toute personne à partir de 45 ans, on doit avoir une mesure du taux de sucre dans le sang. Alors c'est d'autant plus vrai qu'il y a des situations de risque d'avoir du diabète. Donc ça veut dire que si dans la famille on a du diabète, c'est d'autant plus vrai qu'il va falloir faire une mesure du taux de sucre. Si on a
un excès de poids, si on a déjà de l'hypertension, si on a déjà du cholestérol soigné, eh ben, il faut absolument vérifier qu'il n'y ait pas de glycémie élevée, de diabète débutant. Et en fonction de ce qu'on retrouve, eh ben, il est recommandé, avec des intervalles plus ou moins rapprochés, c'est-à-dire que si on a un taux de glycémie tout à fait normal sur une première mesure, ben, on peut être déjà rassuré et se dire on va refaire une mesure dans 5 ans. Si ça commence à être un petit peu élevé, on va peut-être devoir surveiller ça dans les 2 ans. Donc c'est tout simple, mais il faut que ça soit fait. Et donc il faut soi-même même penser en se disant que si on a des antécédents dans la famille, bah, est-ce que ça ne peut pas valoir le coup de mesurer son taux de sucre dans le sang. Diapositive suivante. Le cholestérol, il en est de même. Pour toute personne, il est justifié de faire au moins après 50 ans chez l'homme et 60 ans chez la femme une mesure du cholestérol. Et ça, de même, il est d'autant plus vrai qu'il faut le faire si on a des facteurs de risque d'avoir un taux de cholestérol élevé. Donc si on a dans la famille un taux de cholestérol élevé connu, eh ben, il faut que ça soit mesuré à tout âge. Parce que c'est génétique, ça veut dire que même à 20 ans, on peut déjà prédire si quelqu'un va avoir du cholestérol élevé. Et j'en ai preuve que même des enfants peuvent être soignés dès 10 ans, s'ils ont un taux de cholestérol élevé, puisque ça veut dire, on vous a montré, si on a du beurre qui se dépose et qu'on a un taux de beurre trop élevé, bah, il est certain que ça va finir par se boucher avant un âge avancé. Donc finalement, il faut absolument, si on a des antécédents ou qu'on est à risque, de faire une mesure du cholestérol pour ne pas passer à travers ça et ne pas se dire bah, j'ai un accident cérébral, j'ai un taux de cholestérol élevé, j'ai compris pourquoi j'ai eu l'accident cérébral, maintenant je vais le baisser le cholestérol. C'est justement comme ça qu'on prévient les AVC. Diapositive suivante. Bon, le tabac, on en parle toute la journée, vous savez que c'est très fréquent. Moi je dirais qu'en résumé, le tabac, nous c'est notre rôle de médecin de vous sensibiliser à ça et que ça fait partie d'une consultation de prévention au cours de laquelle on doit finalement pouvoir échanger, motiver et aborder le sujet. Et finalement, le plus important, c'est pas de soigner les gens, c'est d'éviter qu'ils aient des problèmes. Donc il faut se motiver pour que les gens ne soient pas fumeurs, mais il faut surtout les aider à s'arrêter. Donc aborder le sevrage tabagique, c'est un élément essentiel. Diapositive suivante. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est jamais trop tard, que les bénéfices sont très rapides. Et je voudrais vous donner une illustration quand même au bout de combien de temps en fait on peut considérer que ça a un effet. Et ben, nous, on a des tables de risque dans lesquelles on va se dire en fonction de l'âge, en fonction du niveau de tension, en fonction du niveau de cholestérol, et du fait que les gens fument ou pas, on estime un risque d'avoir des complications cardiovasculaires, mais le fait que les gens soient considérés fumeurs, ça indique qu'ils ne fument pas depuis moins de 3 ans. Donc ça veut dire que quand on a arrêté de fumer depuis 3 ans, on rejoint un niveau de risque d'un non-fumeur. Donc ça veut dire que ce bénéfice, il va être obtenu et on va changer de catégorie au bout de 3 ans d'arrêt de tabac. Donc c'est quand même très très encourageant. Merci, diapositive. Doucement. Je suis à combien d'ailleurs ? Je suis à 10 minutes, c'est moi le plus long. J'ai beaucoup de choses à dire quand même aussi, pour prévenir l'AVC. Bon, donc l'activité physique, bah pareil, c'est quelque chose qui fait ses preuves. On sait qu'il y a des bénéfices maintenant bien démontrés à tous les niveaux et dans la prévention cardiovasculaire. Vous voyez que les chiffres là que je vous ai mis montrent que les recommandations d'activité physique, bah, on n'est finalement pas suffisamment nombreux à les atteindre. On est très assis, on passe plus de 12 heures assis, et qu'on a aussi un élément, un facteur de risque qui n'est pas assez pris en considération, c'est la sédentarité, c'est-à-dire que c'est à distinguer de l'activité physique. Bah, le fait de ne pas bouger pendant des heures continues, ça s'additionne comme facteur de risque au manque d'activité physique. Donc vous avez une situation fréquente, c'est les jeunes ados, ils font peut-être 1 heure de tennis par jour, mais après ils sont logés toute la journée à rien faire sur leur tablette. Donc en fait, leur niveau de risque est plus élevé malgré le fait qu'ils fassent du sport. Et donc les recommandations, diapositive suivante, c'est de faire au moins 5 fois 30 minutes d'activité physique modérée par semaine. Ça veut dire activité physique modérée, c'est-à-dire une marche assez rapide, au moins 4 km/h, faire du ménage, faire du jardinage,
et ça peut être en addition, c'est-à-dire qu'on peut faire 10 minutes de ménage le matin, 10 minutes de ménage le midi, 10 minutes de ménage le soir. C'est une activité physique, ça fait 30 minutes, donc c'est une bonne nouvelle, on peut faire 3 fois le ménage par jour, et ça sera en addition, et ça c'est quelque chose qui fait preuve que ça réduit les complications cardiovasculaires, ça réduit le risque d'AVC, et il y a aussi les nombres de pas. Donc chacun doit trouver un peu ses outils pour faire plus que ce qu'il fait, et quand on fait plus que ce qu'on faisait, c'est toujours mieux que de ne rien faire. Donc il faut s'encourager à se bouger et se donner des petits objectifs de mobilité. Et vous voyez que ça a des bénéfices très très efficaces sur la mortalité cardiovasculaire. Prévention aussi de l'AVC, c'est aussi prendre en considération que l'excès de poids, c'est un facteur de risque. La correction du poids, c'est aussi une amélioration du risque. Donc vous savez qu'on nous sensibilise beaucoup sur le surpoids. Les chiffres sont peut-être impressionnants parce qu'on considère que le surpoids, c'est ce fameux indice de masse corporelle, le poids sur la taille au carré. Donc dès qu'on est au-dessus de 25, c'est du surpoids. J'ai l'impression qu'il faudrait peut-être comme un petit peu revoir les valeurs en fonction de l'âge, parce que c'est pour ça qu'on arrive à 50% de surpoids. Et puis après, il y a la masse musculaire qu'il faudrait aussi être capable de comptabiliser. Le poids, c'est pas que la graisse, ça peut être aussi du muscle. Donc si Teddy Riner, il est en obésité morbide, mais je pense que ça reste quand même quelqu'un qui est quand même, je pense, c'est un bon risque cardiovasculaire. Et puis, lutter pour le poids, ça va être l'activité physique, et puis ça va être aussi des mesures diététiques dont on vous parlera ensuite. Diapositive suivante. Et puis, juste très rapidement, vous dire que aussi le dépistage, la prévention de l'AVC, c'est aussi pour nous les cardiologues, aussi être capable individuellement de mieux savoir en fonction des facteurs de risque, parce qu'on vous dit il y a du cholestérol, il y a de la tension, il y a de l'obésité, mais heureusement, en fait, même tout ça en addition, c'est pas toujours néfaste. Il y a aussi beaucoup de génétique, donc on peut avoir tous les facteurs de risque et parfois avoir des bonnes surprises. Donc il faut individuellement regarder, est-ce qu'il y a déjà des conséquences ou pas. En gros, est-ce qu'il y a déjà des artères qui se bouchent. Donc nous, on a des outils qu'il faut qu'on utilise. C'est la maladie coronaire. Donc maintenant, on peut faire des scanners. L'image qui vous est montrée là sur la droite, c'est pas de l'injection d'iode par les artères de la jambe, comme par la coronographie. C'est un scanner qui nous permet de voir directement les artères. Donc ça permet déjà de dire si on a un peu de tension, un peu de cholestérol, à tout âge, on peut faire un examen de ce type et voir si finalement les artères sont en train déjà de se boucher. Et est-ce que ça justifie d'un traitement ou pas préventif, tension, cholestérol. Et puis, on a également regardé s'il n'y a pas des dépôts de cholestérol dans les vaisseaux, donc les vaisseaux qui vont au cerveau, bien sûr, mais aussi les vaisseaux qui vont dans les jambes. Et finalement, un examen très simple qui fait pas mal, faire un Doppler, ça nous permet de dire, est-ce que j'ai des petits dépôts, des petites plaques, et est-ce que ça justifie d'un traitement pour prévenir les complications du futur. Voilà, je laisse la parole à... Bonsoir à tous. Je suis Valentina Mardal, je suis médecin MPR. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire MPR, mais je vais répondre à une question qui m'a été posée tout au début. Médecin MPR, c'est médecin de médecine physique et de réadaptation. C'est une spécialité médicale qui date depuis plus de 30 ans. Peut-être que vous la connaissez plutôt sur le nom de rééducation fonctionnelle. C'est l'ancienne nomenclature. Donc une fois que le patient il a quitté le service de neurovasculaire, les patients sont transférés dans les services de rééducation, de MPR, et les responsables du service, c'est les médecins MPR, qui sont entourés par une équipe pluridisciplinaire pour la prise en charge complète du patient. Donc il y a une équipe de rééducateurs, des kinésithérapeutes qui prend en charge le patient sur le plan de la douleur, rétraction musculaire, faiblesse musculaire, œdème. Les ergothérapeutes qui vont travailler les gestes fins. Je ne sais pas s'il y a des patients ou si vous ne savez pas, les patients qui ont fait un AVC, la plupart, ils ont un déficit, ils ont des difficultés à utiliser le bras ou des difficultés à la marche. Donc les ergothérapeutes s'occupent notamment du bras. Donc ils travaillent les gestes fins et ils vont mettre en place des outils afin de vous aider à écrire, à utiliser une fourchette, à utiliser une tasse. Ils s'occupent aussi de l'aménagement. Ils vont faire des visites à domicile même pour adapter la salle de bain, pour voir si tout est adapté pour que vous puissiez rentrer
confortablement chez vous une fois que la période d'hospitalisation MPR sera à la fin. Il y a des orthophonistes aussi. S'il y a des troubles de la parole, ça peut arriver. Quand on a des AVC, on peut avoir ce que nous on appelle des aphasies, des patients qui ne comprennent pas ou qui n'arrivent pas à s'exprimer, ou les deux. Et il y a un travail qui se fait avec les orthophonistes, donc il y a un travail de la parole. Il y a un travail de la mémoire aussi. Il y a des différents troubles cognitifs, mais principalement de la parole et de la mémoire. Et après, il y a des podologues, des professeurs d'activité physique adaptée, des psychologues, des neuropsychologues. Diapo suivante. Avant de vous expliquer cette diapo, je vais vous expliquer surtout ce que les médecins et MPR utilisent comme outil de travail. Donc, on est les médecins qui prennent en charge les patients sur le plan médical. On a plusieurs outils. On a des traitements physiques. Il y a des protocoles de neurorééducation qui sont aujourd'hui de plus en plus poussés. Il y a des recherches qui ont bien avancé là-dessus. On a les traitements médicamenteux, par exemple les injections de toxines botuliques qui sont réalisées par les médecins MPR pour les patients qui présentent des AVC. Et on a aussi un rôle important de coordination de soins avec les différents intervenants à l'intérieur de l'équipe et avec les autres intervenants médico-chirurgicaux. En pratique, comment ça se passe? Quand vous avez un médecin MPR, le patient il sera examiné muscle par muscle, donc il aura ce que nous on appelle un bilan fonctionnel et un bilan musculaire. Et on va décider quel muscle il faut travailler, quel muscle il faut étirer, quel muscle il faut renforcer, quel muscle il faut injecter. J'avais parlé tout au début des traitements physiques. Ce qu'on donne aux patients à la fin du bilan, on donne des ordonnances. Donc là, vous avez un type d'ordonnance pour le membre supérieur. Habituellement, la plupart des patients qui ont un déficit moteur au niveau du bras, ils ont la main fermée, le coude plié et le coude au corps. Donc, il y a des muscles qu'on va cibler, qu'on va montrer aux patients comment il faut s'étirer. Donc, la rééducation neurologique, aujourd'hui, ça se réalise pas uniquement dans le cabinet du kiné ou dans la salle de kiné. Le patient se prend en charge lui-même. On met en place ce qu'on appelle des contrats d'autorééducation guidée. Parce que les dernières études ont mis en évidence une stimulation de la plasticité cérébrale avec une récupération, notamment quand la rééducation elle est réalisée par le patient lui-même, pour stimuler la plasticité cérébrale. La plasticité cérébrale, c'est comme on dit toujours, c'est la capacité cérébrale de créer de nouveaux réseaux neuronaux. Donc là, c'est un type d'ordonnance pour le membre supérieur. On a bien évidemment la diapo suivante. On a pour le membre inférieur aussi. Pour le membre inférieur, c'est pareil. On fait un bilan clinique, musculaire, muscle par muscle. On fait également des tests de marche, vitesse rapide, vitesse normale, pieds nus avec des chaussures. Et on va décider quel muscle il faut travailler, quel muscle il faut injecter. Diapo suivante. Je vais vous montrer, j'avais décidé de mettre plutôt des vidéos pour que ça soit plus parlant. Donc là, on a le cas d'un patient qui a une hémiparésie droite, on présente une hémiparésie droite. Il a du mal à remonter la pointe du pied, à plier le genou, à plier la jambe. Je vais vous montrer uniquement les muscles de la jambe. Donc, on peut faire passer des vidéos. À J1, c'est le jour où le patient il a été pris en charge en kiné et on a mis en place ce que nous on appelle un contrat d'autorééducation. On a ciblé ensemble les exercices à donner. Donc, la deuxième vidéo, c'est à 3 mois post-traitement. Je vais le faire. Celle-là, je crois. Il faut les faire en diapo en fait, parce que sinon en diaporama. Sinon ça passe pas. Non, c'est pas ça. Ah non, c'est la caméra, mais il faut le mettre en plein écran. C'est là. Non. Il faut qu'on mette en plein écran parce que comme ça on peut. Je sais que ça marche. Oui, ça va marcher. Non, c'est pas celui-ci. Ah voilà, il faut les mettre déjà là.
Mais pas ici. Oui, oui, Oui. parce qu'il y avait le marqueur. Là. On les fait passer en même temps. On va les faire. Donc, on demande aux patients de faire des exercices. Enfin, il y a des mots-clés dans les programmes, les nouveaux programmes de neurorééducation. On demande aux patients de relever le pied le plus vite possible. Donc là, c'est à J1. On va les faire peut-être en même temps. Et là, c'est 3 mois. Ça ne marche pas ici. Si. Donc, on voit à J1 quand même la difficulté qu'il présente pour remonter la pointe de pied. Il y a une facilité à 3 mois. Il gagne en flexion dorsale. Donc, ça veut dire que déjà à la marche, il va marcher plus vite. On a fait des tests de marche. Donc, il y a une vitesse de marche qui a augmenté. La marche, elle est plus stable. Je note quand même qu'il y a eu des injections de toxine botulique au niveau du triceps, le muscle qui est derrière et qui permet les injections de toxines permettent aussi de diminuer une activité musculaire qui est anormale quand on a eu un AVC et d'étirer un muscle correctement. Donc ça, c'est un exemple d'exercice qu'on donne aux patients, mais je voulais vous montrer l'évolution aussi. Et ça se passe comme ça, muscle par muscle. Donc à la fin, on fait des tests cliniques, des tests fonctionnels. Et je peux vous dire que ce patient, il est passé d'une vitesse de marche de 0,7 à 1,2 mètres par seconde, ce qui est énorme. Enfin, en 3 mois, il a fait beaucoup de progrès. C'est un patient qui a travaillé plusieurs heures par jour pour faire ses exercices de rééducation parce qu'il y avait plusieurs muscles, c'est pas juste un muscle. Et c'est très intéressant parce que entre 0,6 et 1,2 mètres par seconde, je ne sais pas si ça vous parle, mais à 0,6 mètres par seconde, on n'a pas le temps de traverser la rue quand on a un feu vert. Donc à 1,2, la question ne se pose pas. Et je pense que c'est une des difficultés que nos patients en consultation nous le disent. Ils n'osent pas partir tout seuls parce qu'ils n'ont pas le temps de traverser la rue, notamment quand il y a deux feux. Donc peut-être que ça a l'air d'un petit mouvement, mais en fait, si on voit l'ensemble, c'est un progrès énorme. Donc on va continuer. De plus en plus, on utilise la robotique dans les soins de rééducation. On parle des exosquelettes. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ou d'entendre parler. Pour les patients non marchants ou pour les patients qui marchent très peu, on utilise les exosquelettes. Ici, il s'agit particulièrement d'un exosquelette français, Wondercraft. À ma connaissance, c'est le seul exosquelette sans béquille, autoguidé. C'est pour les patients para, donc c'est pour les patients qui ne marchent pas du tout. Pour les patients hémiparétiques, ils ont fait aussi des AVC. Et en fonction des réglages, on peut construire des programmes complexes de rééducation. Il existe la dernière version, et je pense que c'est intéressant de savoir, il existe aussi pour les patients tétra, parce que cet exosquelette, en fait, il se met en marche une fois qu'on se penche un peu vers l'avant. Mais quand on est tétraparétique, ce n'est pas le cas quand on fait des AVC, mais oui, c'est des déficits neurologiques très importants. Ça marche avec une commande vocale. Et l'objectif de ces exosquelettes, c'est qu'ils soient utilisés dans la vie courante comme on utilise les fauteuils roulants électriques aujourd'hui, à un moment donné. Enfin, c'est l'objectif de la boîte. Donc là, ça a l'air un peu grossier, mais ça fait partie des premiers prototypes. Donc là, ils affinent de plus en plus, d'une année à l'autre, le travail. Après, je voulais vous parler aussi des tremblements. C'est un message que je souhaite faire passer. Habituellement, on ne prend pas en charge les tremblements dans les services des MPR. Il y a uniquement quelques centres à ma connaissance. Donc, c'est bien de savoir que les tremblements peuvent être pris en charge pas uniquement par les chirurgiens, par les neurochirurgiens et par les neurologues, mais également par les médecins MPR. Qu'est-ce qu'on met en place? C'est très bien. On met en place pareil en fonction de notre examen clinique. On cible les muscles à travailler, on donne un programme au patient et on cible les muscles à injecter. Donc là, je vous présente un patient qui a eu un accident de la voie publique. Donc il a eu un trauma crânien. Effectivement, ce n'est pas un AVC, mais c'est une lésion cérébrale. Et à quelques années post-AVC, post-trauma crânien,
on voit bien qu'il y a une nette amélioration. Aujourd'hui, il est en train de passer son permis de conduire, ce qui n'était absolument pas envisageable. Tout au début, on a eu un traitement médicamenteux pendant 3 ans qui n'a pas donné beaucoup de résultats. On a arrêté tous les médicaments, on a mis en place des exercices spécifiques. Et pareil, c'est un patient qui est jeune, qui est peut-être un peu plus motivé et on voit bien les résultats. Donc voilà ce type de thérapie qu'on peut faire quand on est suivi par un médecin MPR. J'avais parlé des injections de toxines botuliques, donc je souhaite vous montrer rapidement une petite vidéo. C'est des injections intramusculaires. On utilise des aiguilles toutes fines qui sont connectées à un appareil d'électrostimulation et on stimule le muscle qu'on souhaite injecter. Par exemple, les patients qui ont eu des AVC, ils ont souvent la main fermée. Donc l'objectif, c'est d'ouvrir la main. On peut avoir plusieurs objectifs. De récupérer la fonction ou d'ouvrir tout simplement la main pour éviter les blessures. Ça arrive d'avoir des mains complètement fermées avec des lésions de la peau. Ça dépend, on va voir cas par cas. Donc là, on stimule, on injecte et on stimule. Et normalement, on voit au niveau du... ce que je voulais injecter ici, c'est le fléchisseur du doigt. Donc c'est le muscle qui plie les doigts. Il avait des difficultés. Donc c'est un appareil qui est très précis et qui nous permet de cibler avec beaucoup de finesse les muscles qu'on souhaite injecter, qu'on souhaite traiter. J'ai essayé d'anticiper quelques questions. Je sais que le discours qu'on avait il y a quelques temps, c'était qu'on peut récupérer en post-AVC le maximum un an post-AVC et après, il n'y a pas grand-chose à faire. Aujourd'hui, le discours a changé. On dit que même, effectivement, on peut récupérer peut-être un peu plus dans les premiers 6 mois, un an post-AVC, mais on peut avoir une récupération même à 6-10 ans post-AVC. Ça arrive avec des patients qui ont eu une infirmité motrice cérébrale, par exemple. On les prend en charge à l'âge adulte et on voit qu'il y a des progrès et qu'il ne faut pas baisser les bras, il faut savoir les adresser aux bonnes personnes. Aux bonnes personnes, ça veut dire en ville, une fois que la période d'hospitalisation arrive à la fin, il y a besoin d'un suivi à long terme en consultation par les médecins MPR qui vont construire un programme de soins avec des kinésithérapeutes spécialisés dans la rééducation neurologique. Ils ne sont pas là ce soir, mais à Saint-Maur, vous avez des kinés spécialisés dans la rééducation neurologique. Pour moi, c'est un des meilleurs de France, qui sont même pas spécialisés, sont supra-spécialisés. Et je pense que c'est une chance de les avoir pas très loin et de pouvoir collaborer avec eux. Donc il ne faut pas faire de la kiné tout court, il faut faire de la kiné spécialisée et il faut que le patient lui-même soit impliqué dans sa prise en charge pour avoir le maximum de récupération. Et je pense que c'est tout. Alors, bonsoir à tous. Maintenant, c'est le moment de manger un petit peu en prévention. Pour débuter ma présentation, ce soir, on a parlé en fait de mode de vie, de causes évitables. Et du coup, ça tombe bien parce qu'on peut introduire tout à fait comme ça. En fait, la diététique, c'est totalement ça. Ça fait partie de l'hygiène de vie. C'est sa définition même. Ça vient du grec, diététiké, qui veut dire hygiène de vie. Hippocrate, lui, a rajouté en fait derrière la notion de mouvement, derrière, donc d'activité physique, dont on a parlé également ce soir. Donc finalement, c'est les deux versions sur lesquelles on peut avoir un accent de prévention, l'activité physique dont on a parlé juste avant, et la diététique, puisque la diététique, c'est l'équilibre alimentaire adapté en fonction pour donner en fait un bien-être au corps. Donc les 4 piliers diététiques que j'ai mis ce soir en avant, le premier sur votre gauche, c'est le sel. Le sel dans l'alimentation, il est en rapport direct avec ce dont on a parlé ce soir, avec la tension, notamment avec Stéphane. Calibrer sa quantité de sel dans son alimentation, c'est important. Limiter sa quantité, ça peut amener à justement améliorer ses chiffres tensionnels.
Comment on fait ça? Déjà, on commence par essayer de reprendre la main sur son alimentation en limitant les produits trop transformés, où on sait que le sel, c'est un exhausteur de goût. Mais il faut quand même limiter sa consommation. Donc si je fais moi-même, je vais pouvoir déjà quantifier mieux ce que je fais au quotidien. Après le sel, il y a le sucre également. Pareil, c'est un vecteur important. C'est de requantifier notre propre consommation. Ça ne veut pas dire qu'on n'y a pas le droit, au contraire, mais essayer de réidentifier les aliments qui contiennent du sucre. Quand je vais faire mes courses au supermarché, que j'achète des carottes râpées, malheureusement, ils rajoutent du sucre. Si je les fais à la maison, moi, personnellement, j'en mets pas. Donc, si je fais moi-même, je peux, encore une fois, reprendre la main et du coup, arriver à mieux quantifier les choses et à me faire plaisir d'une façon potentiellement différente. Quand je cuisine à la maison et que je cuisine les desserts, moi, j'adore faire des desserts, je mets minimum 2 fois moins, voire 3 fois moins de sucre. Parce que les recettes, je les trouve beaucoup trop sucrées. Je trouve ça écœurant. Et du coup, je ne me fais pas plaisir. Donc, j'y réadapte pour prendre soin de moi. Et en même temps, ça me permet de me faire plaisir au quotidien. Et troisième partie, c'est le gras. On a parlé du beurre, effectivement, qui malheureusement encrasse nos artères. Pour résumer, en fait, on peut trouver 2 types principaux de gras. Les graisses saturées, les graisses insaturées. Des mots un peu barbares, mais en fait, finalement, assez simples. Saturé, je sature mes artères. Insaturées, du coup, elles vont beaucoup moins se déposer dans les artères. Les graisses saturées, on va les retrouver principalement dans le règne animal. Tout ce qui est issu du règne animal, ça va être le beurre, la crème, les fromages, les viandes, grasses notamment. Les produits transformés, là encore, la végétaline pour certains qui l'utilisaient dans le temps pour frire à la maison, les desserts du quotidien, enfin entre guillemets du quotidien, type mousse au chocolat, crème et autres, les biscuits apéro. Tout ça, ça regroupe un peu toutes les graisses saturées. Encore une fois, on n'est pas là pour dire ok, stop, il faut que j'arrête de manger tout ça. Non, il faut que j'arrive à contrôler mon alimentation. Par exemple, tout simple, le fromage, pour en manger 1 fois par jour, pas de problème. Une quantité de fromage, c'est à peu près 1/8 de camembert. Bon, cool, je peux me faire plaisir tous les jours. Vous voyez, c'est vraiment la diététique aujourd'hui, c'est vraiment rechercher finalement le bon équilibre pour me préserver. Et c'est ça un peu le message aussi à délivrer ce soir, c'est de se dire, j'ai pas besoin de me priver, mais il faut que je fasse plus attention à ce que je fais finalement, et c'est ça qui va me permettre de me protéger demain. Et puis le dernier que je l'ai mis en bas, mais effectivement on peut trinquer les recommandations sur l'alcool, c'est 1 à 2 verres par jour, mais c'est pas fini, si possible pas tous les jours, et faire des pauses régulières. Et c'est pas parce que je bois pas pendant une semaine qu'à la fin de la semaine, je dois boire beaucoup d'un coup. Voilà. Et petit conseil, quand aussi je suis en soirée, je bois un petit verre ou quoi, pensez à bien vous hydrater à côté parce que c'est légèrement important pour votre foie. 1 verre d'alcool, 2 verres d'eau, ça permet de bien drainer aussi et d'éviter le petit mal de crâne le lendemain, éventuellement. Finalement, une alimentation équilibrée, on pourrait la décrire un peu comme ça. C'est une alimentation qui est colorée, qui est vivante, il y a tout dans l'assiette. Il y a des matières grasses avec la bouteille d'huile en 7. Vous avez des fruits, vous avez des légumes en 1 et en 8. Vous avez des fruits secs également en 9. Mais vous avez aussi des glucides en 6. En 5, des légumineuses. En 4, des protéines d'origine animale. En 3, des produits laitiers. Vous voyez, c'est varié, diversifié finalement, et c'est coloré, et c'est ça, une alimentation finalement équilibrée. C'est qu'on peut manger tout, on essaye de regarder les proportions, et de se faire plaisir de façon adaptée à ses propres pathologies. Si on a un problème cardiaque, on limite le sel, si on a un problème de diabète, on va limiter l'apport en sucre, etc. etc. Donc la prévention alimentaire, finalement, au centre, vous avez l'alimentation. Il n'y a pas d'aliment miracle, mais il n'y a pas non plus d'interdit. Donc ça, c'est assez réconfortant, moi je dirais. On fait attention au temps. On partage une alimentation aussi équilibrée. C'est une alimentation aussi qu'on partage avec les autres. C'est un bon moment, c'est un moment plaisant. Et c'est pour ça que si on n'a pas trop de contraintes, finalement, c'est d'autant plus plaisant. Le rythme alimentaire, il peut être important. Des fois, on ne prend pas le temps de manger, on mange vite. Souvent, quand on mange vite, on mange trop. C'est mécanique, on avale,
Et puis finalement, on a mangé 30% de plus que nécessaire. Donc réapprenez peut-être déjà à prendre le temps. Un bon repas, c'est 20-30 minutes. On a le temps de manger. Manger, c'est prendre soin de soi. Quand je mange, voilà, je suis vraiment là pour prendre soin de moi. Et plus je prends le temps, et plus je vais être à l'écoute de ce qui se passe là. Donc je vais pouvoir dire à un moment donné, ah ben c'est bon, j'ai plus faim, je peux m'arrêter. Donc profitez, équilibrez, sans vous priver. Questions-réponses. Professeur Soucy, si vous voulez faire le modérateur, ou je le fais à votre place. On va prendre quelques questions sans que ce soit des consultations personnelles devant tout ce monde-là. J'espère que ces quelques conférences vous ont éclairé sur le sujet. Mais je regarde vos têtes, je ne suis pas sûr d'avoir atteint notre objectif de vous rassurer, en tout cas. Oui. Bonsoir, je vais ouvrir le bal. Oui. Avant de vous poser ma question, je voudrais juste apporter 2 témoignages. Le premier professionnel, je suis pharmacien, et il y a quelques années de ça, il y a 5 ans, dans la file d'attente, un monsieur tombe. D'après les questions et d'après la façon dont il se comporte, on se doute que c'est un AVC, on appelle le SAMU. Le SAMU intervient rapidement. Et ce monsieur a eu beaucoup de chance puisqu'il est tombé directement dans les bras du professeur Osseni, pardon. Et 15 jours après, j'ai eu la chance de le revoir dans mon officine, comme vous et moi aujourd'hui. Voilà, donc merci, professeur. Merci à vous d'avoir appelé. Bravo. Alors, je me souviens très bien de ce patient-là qui a cassé tout dans la machine IRM et scanner. Il était déchaîné. Et en fait, il avait un caillot qui est arrivé dans le cerveau droit. Je me souviens comme si c'était hier. Et les hémiplégiques gauches, on n'a pas eu le temps de détailler ce qui se passe. Ils ne comprennent pas ce qui leur arrive. C'est-à-dire, ils sont par terre, ils ont le bras paralysé, la jambe paralysée quand c'est à gauche. Ils peuvent parler, ils ne sont pas dans le coma, mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. L'hémiplégique droit, lui, il est paralysé à droite, il ne peut pas parler, il est aphasique. Alors que l'hémiplégique gauche, comme votre patient, lui, il ne comprenait pas pourquoi on lui faisait des piqûres, des scanners, des IRM. Il était dans une agitation, il fallait filmer, il arrachait tout, il voulait rentrer chez lui, il ne comprenait pas pourquoi on s'agitait sur lui. Et c'est une fois qu'on a débouché l'artère qu'il s'est rendu compte, et on a eu un interne qui a filmé la scène pour lui montrer après comment il a réagi, et c'était impressionnant. Au revoir, monsieur. Et c'est ça, c'était agir vite, et grâce à votre réaction, 40 minutes plus tard, il était dans la salle de thrombolyse, de desktop, et allait chercher cette artère bouchée et la déboucher. Donc ça, c'était le premier témoignage professionnel. J'en ai un deuxième qui est personnel, avec une maman qui a quelques soucis, et je peux vous dire que quand elle tombe dans les bras du professeur Osseni, aussi bien dans les bras du professeur, je le dis gentiment parce qu'il y a son épouse dans la salle, mais aussi bien dans les bras du professeur Osseni, que vous pouvez vous lever, que son assistante aussi, vous pouvez vous lever, voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci pour votre efficacité, parce que personnellement, c'est ma façon de voir les choses, mais le cerveau commande tout, bien sûr. Médecin cardiologue, bien sûr que le cœur est important, mais pour moi, le cerveau commande tout. Si le reste ne va pas, on peut toujours faire quelque chose avec notre cerveau. Si le cerveau ne va pas, on ne peut rien faire de notre corps. Donc, je voulais juste apporter ce témoignage et ce remerciement pour votre efficacité, bien sûr, mais votre humanité aussi et votre humilité quand on est entre vos mains. Voilà, c'était juste 2 témoignages. Ma question... Vous parliez de desktop tout à l'heure. Ce desktop, en fait, est-ce que quand le SAMU intervient, est-ce qu'ils l'ont sur eux, ou est-ce que vous devez l'utiliser après avoir fait la radio, et donc un peu plus tard? Très bonne question, et c'est pour ça qu'on a besoin de radiologie, de Ruxandra. Nous, on n'a pas l'électrocardiogramme à domicile. On ne peut pas le faire dans le camion du SAMU et commencer. Il nous faut une imagerie. La chance, c'est qu'on est en France à moins de 45 minutes
radiologie 24/24 pour ce type d'urgence. Donc on ne peut pas faire le desktop tant qu'on n'a pas éliminé que ce n'est pas une hémorragie cérébrale. Parce qu'une hémorragie cérébrale peut se présenter de la même façon qu'une artère qui se bouche. Paralysie d'une main, aphasie, par terre. Et si on met un desktop chez quelqu'un qui saigne dans la tête, on va vraiment aggraver les choses. Et on ne peut pas le faire sans l'imagerie. Dans les départements et maintenant qui n'ont pas une IRM, un scanner immédiat, il y a des camions de SAMU ou de déplacement où il y a un scanner pour faire tout de suite, on descend le patient, il est dans l'ambulance et on peut regarder est-ce qu'il saigne ou une artère bouchée et commencer le traitement le plus tôt possible. En tout cas, le message, c'est ne pas perdre une minute, faire l'examen le plus vite possible pour commencer à dire c'est hémorragique, c'est ischémique et commencer le plus tôt le traitement chimique ou mécanique. Et merci, vous m'avez fait rougir un peu avec vos témoignages, mais je suis très touché en fait. Merci. Madame ? Oui, bonsoir. Vous avez parlé des facteurs de stress et des AVC, mais vous n'avez pas tellement développé à ce sujet. Je ne sais pas si vous pouvez développer un peu plus. Oui, ça me prendra quelques heures, mais en fait, le stress est un facteur qu'on sait qui perturbe tout. Cette fois-ci, le cœur, le cerveau, la libération de plein de ce qu'on appelle les catécholamines, l'adrénaline et autres. Et ça peut aller jusqu'à faire un spasme artériel, c'est-à-dire vraiment boucher une artère qui est saine, il n'y a pas d'athérome dedans, et on peut aller jusqu'à spasmer une artère et causer un accident vasculaire cérébral. Donc, je ne suis pas psychologue, mais souvent mes patients sortent avec une indication de voir un psychologue, parce que la gestion du stress, des émotions, ça contrôle pas mal de choses, comme on l'a vu, d'hypertension artérielle, d'arythmie cardiaque et de maladies neurologiques. Donc c'est un facteur majeur à prendre en considération aussi. Et il ne suffit pas de dire soyez cool, calmez-vous, déstressez-vous, c'est toute une technique. Et ce n'est pas que des médicaments, ça ne repose pas, prenez ce cachet et ça va lutter contre le stress. J'ai appris par le témoignage de mes patients, c'est très profond, c'est un facteur de risque à part qui perturbe la diététique d'ailleurs. Quand on est stressé, on va avoir un appétit perturbé, on a besoin de manger souvent et des choses souvent sucrées, gras. Donc on entraîne ce facteur de risque, on dort moins bien. Et on a vu que les troubles du sommeil est un facteur de risque. Donc tout ce que je vous ai cité comme facteur, c'est lié. Tout ça, c'est lié et on sait que ça perturbe plusieurs choses en même temps jusqu'à des maladies cardiaques ou l'AVC. Monsieur, ici, il a une question, si on peut lui... Quel rôle l'équilibre entre le cholestérol dit mauvais et le bon cholestérol? Entre le bon et le mauvais cholestérol. Oui. Le mauvais, c'est le mauvais. Mais s'il y a équilibre. Non, alors en fait, ce qui est corrélé au dépôt de beurre dans les artères, c'est le mauvais cholestérol. Celui qu'on dose, qui s'appelle le LDL, en fait, il est calculé. Il dépend donc c'est une formule c'est un calcul, et c'est celui qui est corrélé au risque de boucher les artères. Le bon cholestérol, c'est plus complexe parce que ce qu'on dose ne permet pas de réellement juger s'il est si bon. Donc il faudrait avoir des sous-analyses pour dire dans le bon, est-ce que finalement il y en a est-ce que c'est si bon. Donc on sait que finalement c'est le dosage du mauvais cholestérol qui nous permet d'estimer le risque de boucher les artères. Et après, ce que je vous ai quand même souligné, c'est pour ça qu'il faut quand même garder une note positive, c'est que on a quand même de très bonnes surprises, parce que, comme je vous l'ai dit, on peut avoir des personnes qui ont un taux de cholestérol, ce fameux mauvais cholestérol. Ça nous donne une alerte pour un petit peu trier, parce que quand je vous ai dit on fait une prise de sang, qu'est-ce qu'on fait? Et en fait, fréquemment, on a un taux de mauvais cholestérol qui est un petit peu élevé, 1,60 g, c'est à considérer comme étant un peu élevé.
Mais après, il faut affiner et individuellement aller plus loin pour se dire, finalement, quand on regarde, quand on soulève le capot, quand on regarde les artères, il peut y avoir aussi des très bonnes surprises et se rendre compte que les artères sont lisses, qu'il n'y a pas de dépôt et que donc finalement, ce n'est qu'un marqueur qui peut ne pas avoir de conséquences. Et ça peut aussi permettre de dire, finalement, le traitement ne se justifie pas. Et à contrario, on peut avoir des taux de cholestérol, de mauvais cholestérol faiblement élevés, et avoir la mauvaise surprise en regardant ces vaisseaux qu'il y a déjà des dépôts très importants. Et là, c'est très important de traiter, de baisser ce cholestérol par un médicament, et puis d'être encore plus attentif sur les autres marqueurs. Et parfois, même la tension, finalement, parfois l'enregistrer aussi en continu, parce que si on a déjà des artères qui se bouchent, faut peut-être aller plus loin, et d'emblée se dire, je vais poser un appareil à tension, et je vais peut-être me rendre compte que finalement la tension que je pensais être normale, elle est aussi élevée la nuit. Et comme elle est élevée la nuit, peut-être que j'ai des troubles du sommeil, peut-être que je fais de l'apnée, et que j'ai des pics d'adrénaline quand je fais des apnées. C'est un marqueur, c'est un stress des artères. Et finalement, en menant l'enquête, en fait, on se rend compte qu'on n'a plus du tout affaire à la même personne, et qu'on peut bien la soigner, bien prévenir l'AVC. Merci. Merci à vous, en tout cas. Je n'aimerais pas... Mais dans la personne qui parlait de MNR, Madame Mardal, j'ai un souvenir, ça remonte à une trentaine d'années, sur de l'orthophonie pour la rééducation de la parole qui était basée sur la musicologie. C'était à la Pitié que quelqu'un avait créé ça. Ça existe toujours. Il y a toujours ce travail d'orthophonie pour la rééducation de la parole après AVC ou pas? Non, parce que c'était d'une certaine modernité, et pour avoir vécu ça intérieurement dans mon cercle familial, c'était assez spectaculaire comment la musicologie pouvait jouer. Écoutez, à ma connaissance, j'utilise Oui, plusieurs méthodes, mais après, ce n'est pas une méthode qui a été validée et qui sort en premier. Peut-être qu'à la Pitié, c'est différent parce que la prise en charge des AVC, c'est plutôt sur le plan cognitif. Ah oui. Parce que la MPR neuro, elle est un peu divisée en deux. C'est la MPR motrice, on va dire comme ça. On s'occupe des patients qui ont des déficits au niveau des bras et des jambes. Et la MPR neurocognitif. Et peut-être qu'à la Pitié, ils travaillaient un peu plus poussé à ce niveau-là. Un peu plus la parole. Il y a une dernière question. Nous avons encore le temps pour quelques questions. Si... C'est bon. Non, tout était clair. Tout... Non. J'en ai une autre. Ah. Quand on fait des exercices physiques, par exemple du vélo, même s'il est d'intérieur, vaut-il mieux faire une demi-heure que 3 fois 10 minutes? C'est toi qui... Ah, c'est pas moi. C'est vous. Pardon. Il n'y a pas vraiment de différence. Après, sur le cardiovasculaire, quand vous faites un effort modéré, 3 fois 10 minutes, c'est bon. Après, quand on est plutôt dans une dynamique d'entraînement sportif, là, il faut quelque chose de prolongé. Mais là, on est plutôt dans l'idée qu'il faut se mobiliser, qu'il faut une activité physique. Mais si c'est pour développer le cœur et développer des muscles, il faut au minimum 20 minutes d'activité physique. Là, on parle d'activité physique modérée, en fait, bouger. Juste une chose que je voulais vous préciser, on a parlé ce soir de la prévention, on a parlé de l'AVC massif, où il ne faut pas perdre de temps, il faut appeler le 15 pour aller en unité neurovasculaire, mais il y a un autre message qu'il faut retenir, c'est ce qu'on appelle les AIT, les accidents ischémiques transitoires. C'est aussi important parce qu'un AIT, donc quelque chose de transitoire, peut être négligé. Et en fait, dans 30% des cas, on développe un accident constitué dans le mois qui survient. Donc ce qui est important, c'est d'être attentif si autour de vous, quelqu'un perd la parole ou un trouble neurologique qui s'installe de façon immédiate.
qui dure quelques minutes mais qui ça récupère, il ne faut pas se dire que c'est rien. Et il faut inciter ces personnes à consulter. Donc ça, c'était le 3e message. On ne l'a pas marqué dans nos diapos, mais c'est aussi important parce que c'est des signes d'alerte et il ne faut pas passer à côté. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons conclure. Donc je remercie à nouveau le professeur Ossény, c'est toute son équipe, là, dont vous avez les noms, le docteur Cosson, cardiologue, le docteur Cosson Stanescu, donc, qui est radiologue, le docteur Mardal, MPR, donc vous avez compris, médecine physique et réadaptation, hein, c'est bien ça, et monsieur Jonathan Massé, donc, qui vous a parlé de diététique. Voilà, alors avant les fêtes, ça tombe bien, effectivement. C'est très bien. Donc merci à tous. Je voudrais remercier d'abord tous ceux qui sont venus participer à cette conférence. Je voudrais remercier les agents de la mairie qui nous ont aidés. Madame Depolier, qui est directrice du CCAS et qui nous apporte maintenant son aide pour l'organisation de ces conférences. Je voudrais saluer également la présence de monsieur Pascal Chanvert, qui est directeur du groupe ABCD. Le groupe ABCD qui comporte notamment la maison de retraite de l'abbaye, que vous connaissez, qui se trouve à Saint-Maur. Voilà. Et remercier Bruno Bismuth aussi pour son témoignage tout à l'heure. Bruno Bismuth qui est, comme l'a rappelé tout à l'heure le maire, conseiller municipal au risque, c'est ça? Non, je ne sais pas exactement ton titre exact. Oui. Et n'oublie pas mon épouse. Oui. Alors, Madame Sandra Ossény, bien sûr, qui travaille, si j'ai bien compris maintenant, avec son mari, hein, c'est ça, ainsi que sa fille Jade, qui a été notre interlocutrice pour l'organisation de cette conférence. J'ai oublié personne? Non, ça va. Voilà, donc merci à tous, bonne fin d'année, et rendez-vous, j'espère, sinon l'année prochaine, à une prochaine conférence sur l'AVC. En tout cas, dans les 2-3 mois qui viennent, peut-être à une conférence sur un autre sujet. Voilà. Merci à tous et bonne fin de soirée.